Bonjour et bienvenue Marie-Chantal. Salut Alexis. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très 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 bien. Et puis bonjour à tout le monde, messieurs, mesdames, autres. Aujourd'hui, épisode sur les légumes. Sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Je rigole parce que c'est le titre. Mais là, le titre, on va mettre une chanson dans la tête de tout le monde. Cependant, on la chante pas. On D'accord, s'entend? copyright. Des bons gros légumes. Les bons gros légumes. Qui fait référence à... Des légumes? Oui. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'agriculture, Oui. qui est un peu le nerf de la guerre, justement, au Québec. Oui. On a un passé, puis un présent aussi fort en agriculture et puis en production alimentaire. Donc, on va retracer un peu ça sur combien de décennies? On remonte assez tôt? Je sais pas. Je Non? pense qu'on va pas vraiment plus loin que les années 40. OK. On va regarder Vite ça. de même. Là. Je me suis plus accentuée sur les machines, puis les animaux, puis les belles images. J'ai pas les années, OK. ce coup-là. Pas tant. Par rapport aux animaux, est-ce qu'on va voir aussi tout ce qui était l'attrait, etc. Un petit peu. OK, cool. Oui. Bon, Fait ben, on commence avec des légumes. OK. Des vraiment gros légumes. Ouais, C'est la famille Agnesi qu'on a déjà vu. qui filme leur récolte vraiment très, très abondante dans leur jardin en 1979. OK, on n'est pas sur une production commerciale, là. C'est un jardin. Oui, c'est un jardin. Mais c'était vraiment un gros jardin. Là. Clairement, oui. Pour vrai, là, j'en reviens comme pas. Là, je sais pas, il y avait eu vraiment une belle température, je suppose, en cette année-là. Là. Ouais. Ah, ils ont des beaux pieds de tomates, ouais, en effet. Ouais. Puis, on a vu juste avant les productions de pommes de terre. Oui. Puis, on peut... Si on regarde la date, je crois qu'on est en 79, là. Oui. Oui. Donc, on était loin encore des terres avec pesticides, engrais chimiques. Oui, sûrement. Alors, faut savoir un truc sur moi. Oui. Je suis mauvais. Mais quand je te dis je suis mauvais, je sais reconnaître un légume. C'est simple. Là, c'est un légume violet. C'était pas une aubergine. C'était sans doute une aubergine. Mais, ouais. Oh, wow! OK. C'est-tu des bêta-cartes? Euh, Des choux spéciaux? Je sais moi non plus, finalement. faudra nous donner en commentaire à chaque fois qu'on se trompe. Je pense que... Alors, moi, bêta-carde, je ne sais jamais faire la différence entre bêta-carde et rhubarbe. Ah, c'est pas de la rhubarbe, ça. Non, parce que la rhubarbe, c'est coloré. Ouais. Eh oui, non, en effet. Bah alors, ils n'avaient pas un jardin de 10 mètres carrés, à mon avis. Hein. Non, c'était grand. On le voit, je pense, sur un autre plan. On reconnaît la moustache des années 80. Il était prêt. Il était en 79. Non, il était prêt il pour était l'année avant-gardiste. 80. La famille Agnesi était avant-gardiste là-dessus. Puis, on sait où ils sont? En Gaspésie. En Gaspésie, d'accord. Douglastown. Douglastown. Là, Ouais. c'est-tu des carottes ou des genres de navets pointus? Non, c'est pas des navets. C'est la feuille, on reconnaît vraiment les carottes. Parce que les carottes, a priori, mais moi, oh là, tu me mets un doute là maintenant. Finalement, Non, c'était... tu me mets un doute, je non, c'est des navets. T'es-tu quelqu'un qui cultive un petit peu l'été ou... j'ai pas le temps. Non? Non. Je me suis lancé là-dedans l'année dernière. T'as fait des piments forts. J'ai fait des piments forts, imbouffables. Imbouffables, j'ai failli crever la première fois que j'ai goûté, surtout que j'avais perdu les cartes de qu'est-ce que c'était. Ouais. Donc pour savoir lequel était fort, il fallait que je goûte. Il y en a un pendant 30 minutes à boire du lait, de la crème, enfin, j'en pouvais plus. Non, j'aime pas le piquant. Ça, c'est des choux. Ouais. On a atteint la limite de nos connaissances. Donc là, on est à Granby en 52. Et puis, on va parler d'une laiterie. Oui, c'est la laiterie Leclerc. Puis, il est vraiment fun, le petit film. C'est comme, ben là, les enfants, les familles, ils vont s'acheter de la crème glacée. Mm-hmm. Puis après ça, ben, tu remontes, puis tu revois toutes les étapes que ça l'a pris pour avoir de la crème glacée. OK. Et faut savoir que moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert la culture de la crème glacée. Parce que peut-être, là, je parle pas pour toute la France, mais pour le coup, à Paris, où je suis né, t'as pas de camion de glace, t'as pas de crèmerie en tant que telle. Tu as du lait, mais la plupart du lait, t'as pas la provenance parce qu'on a l'Europe qui fait qu'on a comme une agglomération, un conglomérat de laitiers. Et j'ai découvert justement l'univers de la crème, du lait, de la fierté régionale, tu sais. Alors, moi, je suis plus pour le coup au Saguenay, mais tu sais, les laiteries de l'Abbé, Ouais. Nutri-Nord, toutes ces grandes coop laitières-là, ça a été pour moi assez incroyable, tu sais, de voir tous les enfants aller à la crèmerie l'été et l'hiver parfois aussi. Oui. Donc, je suis assez admiratif de ça. Donc, forcément, des vaches. Oui. Parce que bon, hein. Puis là, les vaches, ben, ils vont se faire traire. Est-ce qu'on est sur une production automatisée? Je pense que ils vont pouvoir brancher directement au PI,
Ouais, c'est ça. Ouais. Mon grand-père avait une entreprise il faisait du lait. Ah ouais? Donc j'allais là-dedans, ça sentait la mort. C'est le seul souvenir que j'en ai. Puis là, ben, on a sauté des étapes, là. Mais Là, ouais, faut là, le ils sont rendus à l'embouteiller, le lait. Ça te manque-tu, toi, les bouteilles de lait en vitre? J'ai jamais vu ça, moi. Non? Non. Ah, moi, ça... J'ai jamais été une grande buveuse de lait. Ah, bah, moi, je suis intolérant, donc c'est clair que non. Mais moi, ça me manque Tu me diras, je vis dans un film parce que moi, j'ai l'image américaine du laitier qui arrive le matin avec ses 6 bouteilles de lait en V. Je Ouais. suis né dans les années 30. Ouais, Ouais. donc, Non. ou les enfants aussi qui étaient derrière des briques de lait. Avez-vous vu Jason? Après ça, ben, la livraison, là, j'aime vraiment l'image parce qu'on voit comme tous les camions de livraison de lait qui vont partir. Pardon, excuse-moi. Avant, je sais pas, avant, c'était quoi? OK. C'est ça que je veux voir. OK. Fait que tu vois, il y en avait encore tiré par des chevaux, mais il y avait aussi des voitures. 59, bah ouais. Mais c'était, à mon avis, comme c'était de la production locale, ils n'allaient pas non plus à l'autre bout du monde, donc ça devait rester dans la ville où c'est fait, donc Grand Bay. C'est quand même assez incroyable de se dire que toute la gestion, parce que tu as la gestion du lait, tu as la gestion des chevaux, tu as la gestion de la livraison, Mhm. tu sais. Puis Ouais. ça n'a pas l'air d'être une petite usine, là. T'en as des camions qui sortent, là. Oui. Ces Une- archives-là, je les aime vraiment beaucoup. Une là. moissonneuse-batteuse. C'est une moissonneuse lieuse, en fait, j'ai cherché, parce qu'on voit la marque à un moment donné sur l'image, c'est McCormick Mhm. qui a comme inventé cette machine-là. Puis c'était vraiment une révolution parce que ça permettait d'automatiser. Tu sais, on faisait le foin, puis en même temps, ben, il faisait ses petits tas pour les ramasser. Bah, bien sûr, ouais. Puis cette archive-là, elle est vraiment intéressante parce qu'on voit plein de vieilles machineries, puis c'est vraiment cool. Là. Mhm. Non, l'automatisation justement de la production a permis aussi d'améliorer le sort des provinces et puis du pays en général. Hein. Oui, on est dans les années 50. Parce que on se rend rarement compte de la grande industrialisation. Alors c'est sûr qu'il y en a des plus grandes que d'autres, mais de donner la possibilité à une province de devenir concurrentielle par rapport à une autre. Tu sais, c'est que des petits efforts comme ben, le nom de la machine que tu as Ouais, cité ouais. qui permet justement d'arriver à ça. Ouais. Voilà. J'ai coupé le début, mais pour vrai, historiquement, je trouve ça intéressant parce que tu vois, tu sais, je veux dire, maintenant, les gens, ils savent pas le poulet qui est dans leur assiette, comment il est, tu sais, la plupart. Rarement, ouais. Là, on voit tout. Là. Le poulet, au début, il est en vie, puis à la fin, ben, c'est un poulet qui est prêt à être mangé. Là. Ouais. C'était le quotidien des familles, en fait. Là. C'est comme ça que ça se passait. Oui, on apprenait ça en plus très rapidement aux enfants parce que ben, tu sais, on se disait ben, faut qu'ils soient capables aussi, eux, après nous, de pouvoir se débrouiller seuls. Oui, ben, tu le vois dans l'extrait, toute la famille est là. Ils l'entourent toute, la madame, là, pour faire ça. Là, tantôt, on en avait comme la moissonneuse lieuse, mais là, j'ai l'impression qu'on voit un peu les équipements qu'il y avait avant ça. Mm-hmm. Fait que ici, c'est comme l'étape du fanage du foin avec une faneuse. Ce qu'on faisait, c'est qu'on aérait le foin pour l'aider à sécher. Ah, bah oui, oui. Ouais, parce qu'il faut qu'il atteigne un degré d'humidité le plus bas possible, justement, pour pouvoir le mettre en ballon, Ouais. c'est ça? Ballon? Ouais. Ben, je sais pas s'ils les mettaient en ballot, eux autres, ou pas, mais en tout cas, c'était quand même des équipements mécanisés, là. Plus qu'avant. Ça, tu vois, ben là, c'est l'étape comme d'avant, là. Il est en train de faucher son foin. Gros chevaux de trait. On se rend pas compte, les chevaux sont immenses. Hein. Ouais. C'était une vie dure. Hein. Ben, c'est sûr. Bah, je dis pas qu'aujourd'hui, les agriculteurs et puis les maraîchers ont une vie plus simple, parce que bon... Ben, ils ont des meilleurs équipements, ça, c'est certain, là. Ouais, pas de vacances. Là, il fait encore son fanage. Je trouve ça drôle, les petites pattes. On est du côté de Rivière-du-Loup, c'est ça? Oui. OK. C'est la Chez famille... les Maltais et les Fortins. Oui, la famille Maltais-Fortin. Là, il est en train de... Avec son râteau à foin, il est en train de faire des tas pour pouvoir les ramasser plus facilement. OK. Puis ça, ben, c'est pour le ramasser. Elle est super intéressante, cette archive. Ben oui. Moi, c'est la première fois que je la vois. Pour le coup, j'ai vu beaucoup de vidéos sur la voûte, mais celle-ci, je l'avais jamais vue. Ah, quand on l'a numérisé puis que je l'ai vu, celle-là, j'étais vraiment contente qu'on on n'en a pas tant que ça, des images qu'on voit vraiment les équipements. Fait que c'était vraiment un bel ajout, là. J'étais vraiment contente qu'on ait ces images-là. C'est vraiment beau.
Là, on est en 1966 pour Mhm. le centenaire de Sainte-Perpétue. OK. J'ai l'impression qu'ils ont fait plusieurs films, ils sont promenés dans les rangs aux alentours pour comme filmer les familles. Quasiment promotionnel. Ce qui fait qu'on voit... Des fois, on voit les familles, mais on voit aussi des équipements. Là, c'est une autre moissonneuse-batteuse, mais un peu plus moderne. Ouais. C'est fou. On était en 50, on est 16 ans plus tard. T'as vu l'évolution? Oui. C'est Ça te remplit des silos. une moissonneuse-batteuse de marque Oliver. OK. Je sais pas s'il y a des gens pour qui ça veut dire quelque chose, mais... C'est sûr, c'est sûr. À mon avis, tu sais quoi? Il y a même, à mon avis, des entreprises comme Oliver qui peuvent encore exister aujourd'hui. Puis pour ceux qui, justement, connaissent ce milieu-là, vont dire, bah oui, en effet. Tu sais. Ben, tu vois, comme ce tracteur-là, pour récolter la paille, puis la presse, c'est une Massey Ferguson. Ouais, ça, je connais, par exemple. Massey Ferguson, c'est connu. Puis là, ben, la presse, pour faire des balles carrées. Ça, justement, si on peut parler un peu du réchauffement climatique. Et là, je regardais beaucoup de reportages, justement, sur la moisson. Puis aujourd'hui, quand tu mets en grain comme ça, ton grain doit avoir un degré d'humidité, un taux d'humidité qui se situe, mettons, entre... J'ai oublié le quotient, mais c'est entre 10 et 14, mettons. Et aujourd'hui, avec les étés qui peuvent être plus ou moins humides, il y a certains endroits où ils perdent l'intégralité. Ouais. Donc, ils vont avoir mis de l'argent, donc tout ce qui est essence pour semer, etc., du temps, etc., pour rien avoir au final. Ouais. C'est pour ça que la vie d'agriculteur aujourd'hui est très, très dure. Là, ici, c'est le Festival du lin à Saint-Léonard en 1977. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on nous montre vraiment toutes les étapes du lin, du moment de la récolte jusqu'à ce que tu le tisses. Mais de manière... les techniques ancestrales, je pourrais dire. Là. Je savais pas à quoi ressemblait du lin. C'est ça, du lin. Tu vois, maintenant, tu sais. Je pensais que c'était juste comme une espèce de coton. Non, c'est vraiment comme... C'est quand même un processus assez complexe et assez long là, pour obtenir le fil. J'ai sélectionné un peu les étapes, là, si tu veux les voir. Oui, avec plaisir. Ouais. Je suis un adepte des vêtements de lin, donc let's go. L'été, c'est tellement agréable. Ça, t'aimerais ça, là. De battre le lin? Oui. C'est l'étape, c'est ça, du battage au fléau. C'est comme ça qu'on m'appelait. Ça sert à, je pense, séparer les graines Oui, de la forte tige. chance. Ouais. Ouais. Puis l'étape d'après, ben, on va comme le faire, le vannage, que ça s'appelle. Ben, c'est pour le faire vanter, pour que les petites graines, les particules s'envolent. Ah oui, d'accord, tu avais même des affiches et tout pour Oui, expliquer à la c'est population locale où on en était dans Ouais. les... OK. C'est quand même cool. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Puis parenthèse, là, quand j'ai vu cette archive-là, ça m'a comme ramené à mon bac en archéologie parce que je me souviens même plus dans quel cours, mais je me souviens d'avoir vu comment l'agriculture se faisait dans le temps. Je suppose que c'est parce qu'il y a des objets des fois qui se retrouvent par rapport à ça, peu importe. Là. Bah, le fléau, c'est très Puis vieux. tu sais, ces outils-là puis ces choses-là, je les avais toutes vues, puis j'étais comme « Ah, je m'en souviens! » C'est drôle. Ouais, clairement, ouais. C'est vraiment une technique qui existe depuis des millénaires. Ouais, qu'on pourrait dire. Depuis le croissant de Mésopotamie, naissance de l'agriculture. Ouais. Ça, je me souviens de ça. Ça, c'est dans les outils et dans les matériels à tisser, il y a toujours un filéo. Oui, je pense qu'en fait, pour le filet, ils doivent l'humidifier un petit peu pour... Là, tu vois, la madame, elle a un petit plat d'eau, là. OK. Puis là, elle a son rouet. Puis ça devient du fil à partir de là. J'avais, petite anecdote, j'avais une connaissance qui venait de Hongrie. Puis j'étais quand même jeune, mais quand même assez vieux. Puis comme cadeau, elle m'avait offert un outil à tisser. Ah ouais? J'étais là genre, merci. J'étais genre, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quand Mais même là-bas, bon. c'était très, très important. Tu sais, elle était vraiment contente de son cadeau. Ah ben? Ouais, j'ai rien offert. En Non, retour. tu t'en es pas servi? Et là. Oh, c'est en anglais, celle-ci? Ouais. C'est une archive de la collection historique de Bell. OK. En fait, c'est un genre de film publicitaire pour présenter l'arrivée de l'intercom qui permettait à la madame dans sa maison qui rushait sa vie parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle fasse les repas, de communiquer avec son mari. Puis, tu sais, là, j'ai mis juste un extrait, là, mais tu sais, ça vaut la peine d'être écouté. Puis là, tu la vois courir pour aller dire à son mari, t'as un appel, c'est telle affaire, il y a une question, puis là, il faut qu'elle revienne. Mais là, son mari, il rentre dans la maison, il met de la boîte partout. Pendant ce temps-là, l'enfant, il a renversé sa toast à l'envers. Le chaudron sur le four déborde. Fait que là, ils disent, regardez, maintenant, t'as pas besoin de courir et parler, tu fais juste peser sur un piton. Puis là, ben là, t'as le mari dans l'étable avec un veau vache mal au point.
Puis là, il dit, peux-tu appeler le vétérinaire? Puis là, elle les met en communication par l'intercom. Tu sais, c'était comme pas... eux, ils présentent ça vraiment comme une révolution pour la vie sur la ferme qui sauve des pas puis qui sauve leur En temps. vrai, oui. Mais tu sais, c'est caricatural, là. C'est Ouais, vraiment ouais, bien drôle. La sûr. petite famille, vraiment cliché, là. C'est vraiment, vraiment drôle. Oh, that phone. Oh, Davy, just look what a mess you're making. Hello? Oh, he's in the barn. I'll have to call him just a minute. Ed! Ed! Oh, Edward! There was something else that came to light during our survey of communication on the farm, a whole new idea brought up by the farmers themselves. Well, I've always wondered if there wasn't some way of hearing what's happening out in the yard while we're here in the house. We asked other farmers what they thought of this. Bah, après, ils faisaient beaucoup affaire aussi avec des agences publicitaires, pardon. Donc, c'est sûr qu'ils sont obligés de grossir le truc pour que ça soit vendeur. Tu sais. Ici, c'est une archive du musée de la Gaspésie, là, de l'émission à Réseau Soleil, OK. Show TV. OK. Télécommunautaire aussi? Oui, puis c'est comme vraiment intéressant, je trouve, socialement, parce que c'est des entrevues avec des femmes d'agriculteurs qui parlent un peu de leur vie, puis comment c'est être une femme d'agriculteur en Gaspésie, comment ils se sentent. Puis c'était fait en 1975, qui était Trop l'année internationale des femmes. Fait OK. Ils ont plusieurs émissions dans ce fonds d'archives-là qui parlent de la place des femmes. Puis en tout cas, moi, je trouve ça vraiment pertinent. Bah oui, c'est très important, oui. Les fameuses lunettes fumées des années 75. Ouais, ben là, c'est sûr que si tu veux parler de mode, t'as des bons exemples. Là. Ah, il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, le preneur de son, faudrait lui parler parce que ça, c'est non. Mais est-ce que toi, tu as écouté, moi aussi, c'est la première fois que je la vois, celle-ci, justement, le discours de ces femmes, justement, qui expliquent que c'est quoi leur quotidien, justement? C'était intéressant? Cette archive-là, oui. Ouais. Oui, puis tu sais, il explique aussi comment le fait d'être un peu en campagne puis dans les milieux ruraux, ben ils peuvent aussi s'impliquer dans des organismes puis des choses. C'est pas juste qu'est-ce qu'ils font pour aider leur mari, mais toute leur vie sociale autour de ça, puis qui sont faites des femmes fortes parce que des fois, ils n'ont pas le choix d'aider, puis c'est ça. Ouais, bien sûr. En fait. Mais pour les autres pays, par exemple, où la femme est vraiment prise dans des situations qui sont pénibles à vivre, pour elle, l'année de la femme va peut-être apporter quelque chose. Alors, vous croyez qu'on est privilégié ici? Bon, on est privilégié, ça. En comparaison avec les autres? Avec les autres Est-ce femmes. que c'est votre avis? Ah oui. Disons que ça peut apporter quelque chose de bon en autant qu'on en fasse une prise de conscience, pas seulement pour nous autres, mais comme disait Bibiane, pour les femmes aussi qui vivent dans des pays où elles sont vraiment à plaindre. Pour en revenir à la ferme, c'est stimulant pour vous autres, enrichissant. Oui, parce que là, vraiment, on est égal sur une ferme avec les hommes. Vous trouvez qu'il n'y a plus d'égalité sur une moi, ferme? je sais pas. Parce que tout ce qui se passe, oui, participer. on y participe parce qu'on est intéressé. Ça fait que tout ce que le mari veut décider uniquement, il le fait pas. Ça arrive peut-être encore, mais je ne pense pas. Là où il y a la réussite, les deux, ils participent. C'est là qu'on voit l'égalité. Moi, j'ai une question. On n'est pas obligé d'en parler, mais pourquoi en Gaspésie, tous les noms de famille sont très anglophones, les noms sont très anglophones? T'as-tu une réponse à ça? Tu sais, mes collègues, par exemple, qui viennent de la Gaspésie au travail,
je le sais qu'ils viennent de Gaspésie. C'est des felums, c'est... Ben, ça a été quand même peuplé par des familles anglophones. OK, Puis, en fait, dans les archives qu'on a de la télévision communautaire là-bas, il y a des fois il y a quand même des reportages sur les familles anglaises. Puis, je pense qu'il y en a un de nos films qui s'appelle La Gaspésie. Ben, c'est-tu lui, La Gaspésie anglaise, puis entrevue avec des femmes? Ben oui, c'est ça. OK. Fait que si tu vas voir au début de ce film-là, tu as des entrevues avec des familles anglophones. OK. Mais pourquoi, dans l'histoire, ça s'est passé comme ça? Faudrait que je fasse la recherche. Oh, si vous voulez nous le dire en commentaire aussi, c'est toujours intéressant. Donc, c'est ça pour nos légumes aujourd'hui. Nos gros légumes. Finalement, il y avait juste un extrait avec des légumes. Oui, il y avait, c'est ça, il n'y avait qu'un extrait. Non, on peut dire c'est la vie en général liée à l'agriculture, parce que oui, on a vu les produits laitiers, on a vu les légumes, on a vu des jardins privés, on a vu la vie dans une ferme, on a vu les femmes à travers la place dans l'histoire des femmes justement d'agriculteurs, que c'était pas juste des symboles de la maison, mais aussi des personnes fortes qui s'impliquaient énormément. Oui. On a vu beaucoup de choses aussi en lien avec l'industrialisation, l'aide, ça c'était super intéressant. Puis je pense que c'était peut-être même pour moi le créneau de l'épisode qui était franchement intéressant, parce que, comme je disais, c'est... Aujourd'hui, on a besoin d'être concurrentiel. Tu sais, on va pas refaire de politique aujourd'hui dans l'épisode, mais on le sait surtout aujourd'hui. On a besoin d'être autonome, concurrentiel, Ouais. s'entendre entre nous, entre provinces. Donc, c'est très intéressant de voir que le Québec joue un rôle, à une place importante, tu sais, dans cet écosystème-là. Ouais. Puis, ben, c'est dû aussi à toute cette évolution-là. Mhm. Donc, super intéressant. Oui. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Oui. Donc, je sais plus, je me rappelle plus c'est quoi l'épisode de prochain, mais... Le prochain épisode sera sur la religion. La religion? Oui. Ah, ces belles églises. Oui. Oui, c'est bon, je suis prêt. Je vais chercher mon accoutrement d'apôtre, puis Parfait. je m'en viens. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Ici Stéphanie Ahern. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'impact environnemental du véhicule électrique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine du côté environnemental? On s'en va en discuter avec M. Claude Villeneuve, titulaire de la chaire en éco-conseil. Monsieur Villeneuve, quand on parle de véhicules électriques, on a l'impression que ça va révolutionner le monde, mais évidemment, ça comporte quelques bémols sur l'impact environnemental. À la sortie de l'usine, un véhicule électrique a quand même un impact environnemental, il faut le dire. Oui, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux qui porte sur un bien de consommation, de l'extraction des ressources qui sont nécessaires pour le construire, jusqu'à sa fin de vie, son démantèlement, son recyclage éventuel. Alors, la grande différence entre un véhicule conventionnel à moteur thermique et un véhicule électrique, c'est que pour faire le véhicule électrique, il faut des composantes qui demandent des minéraux qui ont un fort impact carbonique à l'extraction. Cependant, pendant sa phase d'utilisation, le véhicule électrique a un impact infiniment moins grand, ce qui fait qu'au total, il a un impact qui est entre 3 et 4 fois moins grand que le véhicule à essence. En fait, à partir du moment où on fait plus que 60 000 km avec un véhicule électrique, au point de vue de l'impact climatique, on a un bénéfice. Si vous voulez effacer l'empreinte carbone de votre véhicule, Carbone Boréal va vous répondre que pour une auto électrique, il faudrait mettre environ 140 arbres pour absorber l'équivalent de CO2, alors que pour un véhicule à essence, il faudrait mettre 400 à 500 arbres.
Une grosse partie de l'empreinte carbone de la batterie vient du fait que les plus grands fabricants sont chinois et l'électricité là-bas, pour être capable de fabriquer, raffiner, extraire, produire, tout ça, c'est le charbon. Donc, si on pouvait déménager au Québec la production et le recyclage des batteries, comme c'est l'intention, semble-t-il, du gouvernement, de le faire dans sa nouvelle politique sur les métaux stratégiques et critiques, à ce moment-là, on diminuerait fortement l'empreinte carbone et on arriverait à avoir des véhicules qui pourraient demander plutôt 25 ou 30 arbres plutôt que 140. En conclusion, ce qu'on en comprend, c'est que ça vaut la peine, même si c'est pas carboneutre, il y a quand même moins d'impacts environnementaux sur l'utilisation d'un véhicule électrique que sur l'utilisation d'un véhicule à essence. Il y a beaucoup moins d'impacts environnementaux. C'est un bénéfice dans une stratégie où on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la solution n'est pas d'avoir un véhicule électrique par individu, parce qu'un véhicule électrique, dans le trafic, ça bouge pas plus qu'un autre véhicule. Ça pollue moins, mais ça bouge pas plus. Le meilleur des mondes, actuellement, c'est de penser des véhicules électriques en location à court terme, par autopartage, comme une auto, par exemple, où là, on diminue à la fois l'impact sur le trafic et on diminue aussi l'impact global parce que ces automobiles-là fonctionnent beaucoup plus. Donc, elles polluent moins et elles fonctionnent plus, donc elles ont un gain net par kilomètre sur l'empreinte environnementale. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.